Eric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Sextant Europe a globalement fait comme son indice de référence en 2017. Est-ce que le fait que vous n'ayez pas surperformé est imputable à une relative prudence par rapport aux valorisations? Alors c'est en partie vrai, ce n'est pas la seule explication. Je dirais qu'effectivement, quand on regarde l'environnement global, on trouve quand même pas mal de motifs d'inquiétude. D'abord, on a un marché américain qui nous paraît toujours très survalorisé et qui ne veut pas corriger. Le deuxième point, c'est que les taux d'intérêt ont plutôt plus vocation à remonter qu'à baisser. Troisième point, la baisse du dollar, et qui a repris récemment. Et ça a un impact qui est important sur les profits des entreprises européennes. Et pour terminer, un contexte politique qui est un petit peu étonnant avec une présidence américaine qui amène tous les jours son lot de surprises. Alors c'est effectivement, cette prudence nous a coûté, mais ce qui nous a surtout coûté, c'est deux erreurs sur le deuxième semestre. Lesquelles alors? Alors, Criteo et Dia. Et en fait, on peut dire qu'on a perdu quasiment toute la surperformance du premier semestre sur ces deux titres. Alors sur Criteo, le titre a baissé de 50% sur ses plus hauts au mois de mai. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été sortis de l'environnement Apple, donc ce qui leur permet plus de faire du retargeting publicitaire sur cet environnement, et ça les a amenés à revoir en baisse leur prévision de chiffre d'affaires de 20%. Je pense qu'on aurait pu mieux l'anticiper, mais le résultat est décevant. Vous conservez le titre en portefeuille? Alors on conserve le titre en portefeuille parce qu'il va falloir absorber cette baisse, mais il reste très présent sur l'environnement Google. Et par contre, on ne pense pas qu'ils seront jamais sortis de l'environnement Google. Alors ça, c'est la première déception. Il y en a eu une deuxième, c'est Dia. Alors Dia, Dia, c'est quoi? C'est un distributeur alimentaire espagnol, Discount, qu'on avait acheté fin 2016 parce que la valorisation nous paraissait très basse. On n'a pas été les seuls à voir ça, puisque la holding de Michael Friedman, qui est un oligarque russe et qui est notamment l'actionnaire principal d'un distributeur russe qui s'appelle X5, a pris 10% du capital. Quand ça s'est passé, effectivement, le titre a monté très fortement. On aurait dû certainement vendre à ce moment-là, parce que la valorisation nous paraissait plutôt comme il fallait à ce moment. Et on ne l'a pas fait parce qu'on pense que cette histoire aura des répercussions par la suite. Bon, en attendant, le titre est revenu où il était avant cette entrée dans le capital. Donc tout ça explique en effet l'absence de surperformance. Cela dit, la performance globale du fonds a été correcte en 2017 parce qu'il y a eu tout de même des contributions positives. Alors, heureusement, oui, on a des satisfactions. On a un titre par exemple comme EasyJet qui s'est apprécié de plus de 40%. Donc c'est un titre qui après le Brexit était totalement effondré, qui traitait sous la valeur de ses avions à cette époque. Bon, le business a repris. Je pense qu'il y avait des inquiétudes excessives. Il y a eu aussi des faillites de compétiteurs, parce qu'on a été dans une situation de guerre des prix. Et nous, ce qu'on pense, c'est que les gens comme ça, mais c'est aussi vrai pour Ryanair, sont les gens qui vont sortir gagnants dans ce qu'on pourrait appeler la guerre des prix dans le ciel européen. Alors c'est un exemple. Un autre exemple intéressant, c'est Bolloré, qui avait beaucoup souffert en 2016 et qui s'est repris. Et probablement en grande partie sous l'impulsion de la perception du marché de Vivendi, parce que je rappelle que Bolloré est le principal actionnaire de Vivendi. Effectivement. Et que dans Vivendi, il y a un actif qui, à mon avis, va valoir très cher, qui est Universal Music Group, donc la maison de disques, dont les productions deviennent... on les voit partout avec la généralisation des sites de streaming comme Spotify. Puis il y a deux titres que vous avez défendus ces derniers mois qui ont bien performé aussi, c'est Amundi et Sixt. Oui, bien sûr, les deux ont monté de plus de 30%. Bon, Sixt, c'est une histoire qui roule, si on peut dire. C'est une histoire d'internationalisation en Europe, mais pas seulement en Europe, mais aux États-Unis où ça démarre très bien. C'est une boîte extrêmement bien gérée. C'est une boîte qui est au cœur des problématiques dont on va, à mon avis, de plus en plus parler, qui sont les problématiques de mobilité. Parce que ce qu'ils savent faire, c'est gérer des flottes. Et ça va devenir important quand on parle de voitures autonomes. J'aimerais qu'on parle des mouvements, si vous voulez bien. Quelles ont été les principales sorties et entrées dans le portefeuille ces derniers temps? Alors, on a tendance à vendre des titres qui ont bien monté, parce que le marché en ce moment est assez binaire. C'est-à-dire tout ce qui marche bien continue de marcher bien, et puis ça vaut de plus en plus cher. Et puis à côté, ce qui ne monte pas, monte pas.
Alors, on a plutôt tendance à vendre des titres dans la première catégorie. Alors, on a vendu Jupiter, donc un gérant d'actifs britannique, donc, qui a une très belle performance boursière, donc une boîte qui marche très bien, mais avait un niveau de valorisation qui aujourd'hui nous paraît être le bon. On a aussi vendu un distributeur de vêtements italien qui s'appelle OVS, qui là encore, c'est bien apprécié. Bon, les vêtements, c'est toujours un peu dangereux, donc il ne faut peut-être pas être trop gourmand en termes de ce qu'on veut comme valorisation. Et à côté de ça, on achète des titres qui nous paraissent très décotés, alors à court terme, on n'a peut-être pas l'histoire la plus fascinante. Hein. Par exemple, on a acheté en Espagne Tecnidas Reunidas, qui est une société d'ingénierie pétrolière, qui traite sous le niveau de ses capitaux propres. Et l'augmentation des cours pétroliers devrait réalimenter le carnet de commandes? On pense que oui, hein, parce que si le pétrole monte, les projets vont reprendre et ils devraient en bénéficier. On a aussi acheté Ipsos, qui est le numéro 3 mondial des études de marché, qui traite avec un free cash flow yield de 10%. Un actionnariat qui est très éclaté. On a vu les sociétés de private equity être très présentes sur ce type de société récemment, notamment avec le rachat de GFK. On a aussi acheté une position dans Eutelsat, donc qui est une espèce d'immobilière dans le ciel, qui a un rendement qui est de 6,5%. Ils pourraient payer jusqu'à 10%. Ils sont relativement confortables pour payer ce rendement. Donc voilà, ça c'est le genre de titre dans lequel on intervient aujourd'hui. Peut-être pas les plus populaires, mais qui nous paraissent bien décotés. Le biais prudent que vous aviez adopté en 2017, vous le conservez? Alors on reste prudent. On continue d'avoir des niveaux de cash qui sont plutôt élevés dans le portefeuille, alors qui varient, qui oscillent entre 7 et 10%. On est aussi prudent sur les prix qu'on paye pour les sociétés dans lesquelles on investit. Eric, merci. Merci beaucoup, Vincent.